Bonjour, aujourd'hui on est à Paris, on reçoit Charles Pellegrini, ancien commissaire divisionnaire, et nous attendons Christian. Ah ben il est là, il arrive. Bonjour Christian, ça va? Tu es arrivé? Ben, il vient d'arriver en même temps. Oui, oui, ça va. Donc on va recevoir Monsieur Charles Pellegrini, comme vous l'a dit Thierry, et c'est vraiment un grand, grand monsieur qui a, dans les années 80-90 et autres, a beaucoup travaillé à l'arrestation de gens peu recommandables. Mais paraît-il que ça va être un beau sujet, parce que Monsieur Pellegrini est beaucoup plus relax maintenant qu'à la grande époque. A de suite. Bonjour. Elle est très simple. Le petit Charles, il vit jusqu'à l'âge de 13 ans en Corse, jusqu'à 10 ans dans son village. Donc c'est un petit paysan. Il prend sa bûche le matin pour aller à l'école. Il fait, pas moi, une demi-heure dans le maquis. Il monte de la maison où il habite jusqu'au village qui est en haut. Et jusqu'à au CM2, il est dans son village. Ensuite, il va à Porto Vecchio pour faire le 6, 5, 4, 3. Et après, comme tous les bons petits Corses qui veulent poursuivre, il va à Marseille, où il poursuit ses études au lycée Thiers, au milieu de la diaspora corse. Je n'ai pas de formation professionnelle. Je voulais être pilote de chasse, donc j'ai passé mon bac, puis un concours d'entrée à l'école de l'air où j'ai échoué à cause d'une note éliminatoire en maths. Je suis parti, je me suis engagé, j'ai fait la guerre d'Algérie dans une unité combattante, et puis quand je suis revenu, je suis rentré sans concours dans les CRS. Il y avait une affiche, l'avenir s'offre à vous sous la forme d'un menaçant point d'interrogation. Je suis rentré dans les CRS et je suis retourné en Algérie où j'ai vécu les événements terribles du massacre des Européens à Oran en 1962, où nous en avons sauvé beaucoup et où hélas il en est mort aussi beaucoup. Et puis après, j'ai passé quelques années, 4 ans dans les CRS, qui était une expérience très enrichissante parce que on est confronté à la foule et la foule est toujours difficile. J'ai aussi fait quelque chose d'assez exceptionnel, je suis devenu champion de tarot parce qu'on attend longtemps dans les cars et qu'on apprend à jouer au tarot, puis un jour j'en ai eu marre. J'ai passé mon concours de commissaire de police par correspondance, l'école universelle, par correspondance, et j'ai été reçu à l'époque où c'était un concours unique. Aujourd'hui, il y a plusieurs filières, voilà, donc je suis, allez, pas tout à fait, mais presque un autodidacte. Alors aujourd'hui, j'ai 3 métiers, on va résumer. Le premier, c'est l'analyse de risque, c'est-à-dire aussi bien en France qu'à l'étranger, une entreprise qui est dans un pays à risque, il y en a tellement dans le monde que ce n'est pas la peine de les citer. Donc je fais une analyse de risque pour mon client. Deuxièmement, je le fais maintenant plus souvent parce que je commence à prendre un peu de bouteille, je le fais plus souvent en France. Beaucoup sur les conflits sociaux, justement, en essayant toujours de faire la part des choses. Et puis, j'ai une agence de recherche qui s'occupe d'intelligence économique, c'est-à-dire préserver le patrimoine des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où de plus en plus, et quel que soit le niveau, les gens trahissent leur entreprise. Des cadres de haut niveau s'en vont avec le disque dur de la clientèle, etc. Et enfin, j'ai un troisième métier que j'ai entrepris il y a quelques mois avec un ami. J'ai créé une agence de notation
de l'immobilier vigilant. Il y avait des valeurs vertes, il y avait de la haute qualité environnementale, il y avait un peu de tout. Et bien maintenant, il y a une valeur vigilance. Parce que quand on est quelque part, on a toujours envie de faire partie d'un corps d'élite. Et puis moi, j'ai toujours été pour les corps d'élite parce qu'ils tirent les autres. Ce sont des modèles, globalement, je ne parle pas des dysfonctionnements qui peuvent se produire ça et là. Ce sont des modèles qui servent à tirer l'ensemble du corps. Et donc l'OCRB à l'époque, j'ai commencé par le groupe de répression du banditisme de la PJ de Reims, qui était ce qu'on appelait un peu méchamment, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, un SRPJ agricole où il y avait très peu de banditisme, mais tous les SRPJ étaient sur le même modèle. Ensuite, je suis allé à Lyon, où j'ai eu l'occasion donc de participer à la poursuite du gang des Lyonnais. Et puis après, je suis allé à l'OCRB. J'en avais envie, mais un peu par hasard, parce que j'ai été viré de Lyon pour une histoire qui serait trop longue à raconter. Et quand j'ai été reçu par le directeur à Paris, par le sous-directeur, en l'occurrence Honoré Gévaudan, j'ai été muté dans une antenne de banlieue à Paris et j'ai plaidé ma cause avec l'énergie du désespoir et j'ai été affecté à l'OCRB comme adjoint de Joseph Le Bouchec, qui était le premier patron. Oui, j'ai vécu plusieurs affaires, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance à l'époque où c'était encore moins diffus. Aujourd'hui, la criminalité est mondiale, les mafias circulent, les bandits circulent, donc c'est plus anonyme. Je dirais qu'il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. C'est l'assaut à la prison de Clairvaux, à l'époque où il n'y avait ni RAID ni GIGN, où on est parti avec les moyens du bord, c'est-à-dire 500 grammes de TNT sur la porte et en avant, et l'enlèvement et la séquestration et la mort du petit Philippe Bertrand, c'est-à-dire l'affaire Patrick Henry. Après, si vous voulez, il y en a d'autres qui m'ont marqué, mais ces deux-là restent quand même Clairvaux par la violence de l'assaut, par le meurtre de la surveillante et du gardien de prison. Les deux auteurs ont été guillotinés, c'est les avant-derniers guillotinés. Je crois que le dernier, ça a été l'auteur du pull au vert rouge. Et évidemment Patrick Henry, parce que c'était horrible, quoi. Voilà. Le gang des Lyonnais ne m'a pas marqué. C'était grave. Ces gens étaient braqueurs, etc. Mais en même temps, c'était la chasse. C'était la vraie chasse, c'est-à-dire c'était des voyous de haut niveau qui avaient déjà intégré toutes les techniques de résistance, de contournement à la police, et c'était qui serait le plus fort, quoi. Alors ils nous ont longtemps, comment on dit en langage châtié, ils nous ont longtemps pris pour des cons, mais à la fin on a gagné. Mesrine, bien sûr. Ouais. Mesrine, oui, mais c'était encore différent. Encore Je veux dire, marquer, c'est quelque chose qui vous reste dans votre fort. Ouais. Berrurier disait dans votre fort d'intérieur. Mais le gang Mesrine, bon, pour moi, et je vais sûrement vous décevoir, c'était un voyou plus médiatique. C'était un voyou comme un autre. Je me trouvais effectivement à côté du camion le jour où il a été interpellé port de Clignancourt, enfin interpellé définitivement. Et donc j'étais là avec René-Georges Kéry, qui était l'adjoint de Broussard à la BRI, et effectivement nous étions en première loge, et quelques minutes après, nous avons arrêté son complice, Charlie Boer, qui est maintenant décédé. Ah, c'était la première fois. C'est-à-dire que la guerre des polices, comme on la voit au cinéma, c'est vraiment du cinéma. Mais disons qu'on se, comment on dit encore une fois en langage châtié, on se tirait la bourre
Et il y avait un peu de rétention d'informations, et puis chacun essayait de sortir le premier le bon tuyau. Et puis pour Mesrine, le mécontentement du président était descendu en cascade, et là, M. Bouvier, le directeur central, on disait le père Bouvier, qui aurait pu jouer Maigret avec sa pipe et son air très, très austère, nous a convoqués, les patrons. Moi j'étais adjoint d'Aimé Blanc à l'époque, donc il a convoqué Aimé Blanc, Broussard, De Vos, patron de la BRB, moi-même, Kerry peut-être, je ne me souviens plus, enfin peu importe, et il a dit bon, à partir de maintenant, ou vous collaborez, ou vous êtes foutus, enfin c'était ça. Donc c'est la première fois où il y a eu une vraie collaboration avec des équipes mixtes dans les véhicules, etc., etc., etc. Et juste un détail quand même, contrairement à notre avis, M. Bouvier a tenu à diffuser un appel aux ceux qui avaient pu voir ou remarquer, et c'est là où je me suis aperçu une fois de plus, je l'avais déjà vu lors de l'affaire Patrick Henry, que le français, je ne veux pas être présomptueux, il y a quand même un fond de délation là-dedans, le nombre, les centaines de lettres, coups de téléphone qu'on a reçus pour dénoncer le voisin, le machin, etc. Il a trop d'argent, il sort, il s'est acheté une Mercedes, il mène un train de vie. C'est à la fois marrant et dégueulasse. Ben, c'est-à-dire qu'on fait bien ce qu'on sait faire. Je pense que si on m'avait proposé d'être PDG d'une entreprise de cacahuètes, j'aurais peut-être accepté, parce que, bon, il faut toujours un peu c'est toujours les mêmes qualités, entre guillemets. Hein. Il y a longtemps que j'ai réglé mes problèmes d'ego, c'est toujours les mêmes qualités qui reviennent, mais c'était naturellement que j'ai poursuivi là-dedans. Mais à l'époque, on était moins suspicieux envers les flics qui font du privé. Je veux dire, vous savez, un carnet d'adresses, ça dure quelques semaines, et dans la mesure où vous n'êtes plus aux manettes, vous êtes démonétisé, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc mon réseau d'aujourd'hui, et d'il y a même 10-15 ans, n'a rien à voir avec la police. Donc, ben oui, je dirige une entreprise privée, et on travaillait dans le monde entier, aussi bien au Vietnam qu'au Brésil, et donc voilà. Mais c'est des métiers passionnants, qui parfois sont encore plus passionnants que ce qu'on peut faire dans la police, parce qu'il y a moins de contraintes administratives. La seule différence, c'est l'adrénaline. Quand vous montez pour arrêter une équipe de braqueurs, c'est pas la même chose que quand vous faites du privé, où d'ailleurs vous n'avez aucun pouvoir, si ce n'est celui de renseigner. Ouais, mon premier bouquin, qui est très très ancien, s'appelait Demain la guerre civile. Non, oui, le premier c'était ça, et le deuxième c'était le FIS, Front islamique du salut en France, mythe ou réalité. À l'époque, je croyais qu'on m'écouterait, mais j'ai depuis longtemps compris que personne n'écoute personne. D'ailleurs, c'est assez normal, les rapports s'accumulent sur les bureaux des ministres et premiers ministres successifs, sans qu'il y ait de changement. Dans un des bouquins, et grâce à un ami avocat qui m'avait beaucoup formé et briefé, j'ai pu lire les rapports du Conseil d'État, par exemple sur l'inflation du droit en France. Je veux dire, pour n'importe quoi, il y a des lois. Le Conseil d'État dit droit à l'état liquide, droit gazeux, et si vous voulez, bon, chaque fois on fait une loi, on fait une loi, on fait une loi. Donc, si vous voulez, je suis un pessimiste, je suis devenu extrêmement pessimiste, et je pense que c'est une espèce de machine qui s'auto-alimente, qui fonctionne comme ça, et d'ailleurs, vous le savez bien, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui, pour partie, influent de façon importante le comportement des politiques et de tout le monde, d'ailleurs. Alors, restons
restons zen, pas de chef d'État. D'accord. Quelques ministres, Ministre. mais ils n'ont jamais été suivis, mes conseils. C'est-à-dire que j'ai été consulté par des personnalités politiques dans l'opposition qui m'ont écouté avec beaucoup d'attention. Quand elles sont arrivées au pouvoir, d'ailleurs, j'ai pris il y a bien longtemps une belle leçon. J'avais fait un passage dans le privé à Securipost, qui était une société de sécurité privée, et je m'imaginais un peu naïvement que mon passé de policier et mes connaissances en sécurité privée pouvaient représenter une valeur ajoutée qui intéresserait mon administration. Enfin, ils n'en avaient rien à cirer. Donc, on apprend vite l'humilité quand on se frotte à des choses comme ça. Ouais, quelquefois, mais j'ai conseillé la série, en partie, la série Brigade. J'ai été consulté plusieurs fois par des scénaristes. On a un projet de film, vous savez comme moi qu'un film, il faut 10 ans, sauf exception pour le sortir. Donc on travaille toujours sur une histoire qui concernerait l'OCRB dans les années 80, mais je ne suis pas autorisé à en dire plus. Il y a des acteurs qui ont été pressentis, il y a un scénario qui a été écrit, validé et sur lequel un metteur en scène retravaille. Après, le plus dur à trouver, c'est le premier million et le dernier. Hein. Voilà, donc on verra si ce film voit le jour ou pas. Alors non, pilote privé, c'est une passion. Enfin, pas privé, pilote. Pilote. Et les vrais pilotes, qu'ils soient pilotes de Rafale ou pilotes d'un coucou, quand ils sont passionnés comme moi, je suis un petit pilote du dimanche. Mais en tant que pilote du dimanche, j'ai tout fait. Je suis pilote d'hydravion, pilote d'hélicoptère, de bimoteur. Donc, si vous voulez, quand on décolle, c'est toujours la même sensation. Quand on tire le manche et qu'on voit la Terre qui s'éloigne, c'est la même chose. Alors évidemment, nous, on a le temps de voir les pâquerettes. Le pilote de Rafale, lui, il a à peine tiré qu'il est déjà à 10 000 mètres. Mais ça fait rien. L'aviation, c'est quelque chose de... Voilà. Et j'ai eu quand même quelques moments extraordinaires, comme celui de faire le meeting de la Ferté-Alais dans le nez de la forteresse volante, du B-17. Donc quand même, avoir volé sur un B-17, pour moi, ça fait partie de souvenirs aussi forts que des souvenirs policiers. Absolument pas. J'ai été consulté, mais pour avoir beaucoup d'amis qui sont dans des postes de conseillers, c'est vrai que le pouvoir c'est extraordinaire, mais après, une fois qu'on l'a pratiqué un peu, ce sont des contraintes énormes, et moi je suis quelque part, sans que ça soit péjoratif, un dilettante. Je ne supporterai pas d'être obligé tous les soirs quitter mon bureau à 21h, de subir la pression justifiée ou injustifiée de mon ministre. En fait, je suis un homme libre. Je suis un privilégié parce que je suis un homme libre. Ça, c'est la vraie question piège, mais je vais vous répondre. On est optimiste ou on est pessimiste? Moi, je suis pessimiste. Je ne vois pas un dirigeant à court ou moyen terme, à long terme, j'en sais rien, je serais mort depuis longtemps. Je ne vois pas un dirigeant à court ou moyen terme réformer la violence sociale, par exemple. Les cités resteront ce qu'elles sont. Peut-être y aura-t-il quelques améliorations, mais on ne les changera pas parce que ça fait trop longtemps que ça dure et à mon avis, il faudra autant de temps pour que ça change et des ingrédients qu'aujourd'hui je ne vois pas à l'horizon.
Alors après, peut-être que arrivera l'homme miracle, j'en sais rien, mais je n'y crois pas. Moi, je crois plutôt que les ghettos perdureront, que les gens se barricaderont davantage, de façon plus ou moins visible, de façon plus ou moins importante, mais je suis assez pessimiste sur l'avenir de la société et globalement de la planète. La boule bleue on va être 9 milliards dans quelques années, on a exploité à fond des tas de ressources. Je suis un peu inquiet sur ce qu'on lèguera à nos enfants. Après, on verra.